prochain sondage, ça se passe? On en discutait tout, je pense que ça va être plutôt sur... Ça va bientôt démarrer. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de LSA Direct. Et Sahar Mdankom, en ce premier jour de Ramadan, de mois sacré. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Saïd El-Hariz, dont vous êtes statisticien économiste, donc exact, oui. voilà, et vous dirigez Ecotechnics, donc un institut de sondage qui existe depuis 1989. Et donc, il sera aujourd'hui question de sondage, de statistiques, et on va essayer d'y voir un peu plus clair, un peu dans un secteur d'activité qui est plutôt méconnu en Algérie. Alors, on va commencer par ce sondage que vous avez réalisé avec le Soir d'Algérie. Et donc, il y a un partenariat qui a été tissé entre votre institut et le Soir d'Algérie, le média Le Soir d'Algérie. Et donc, c'est ce premier sondage qui a été publié le 8 avril et qui est consacré à la question de la perception des Algériens vis-à-vis de la vaccination. C'est ça. Alors, est-ce qu'il est possible de savoir comment ce sondage a été réalisé et sur un échantillon de combien de personnes? Bon, d'abord, je vous remercie de m'accueillir pour en venir donc à la question de ce sondage. Donc, j'avais contacté M. Belhadjouja pour faire un partenariat sur la question de sondage. Donc, le directeur de la publication du Soir d'Algérie. Oui. Voilà, on va revenir sur la question de ce partenariat après. Et donc, il y avait un accord de principe et on voulait tenter une première expérience et sur quelque chose qui colle à l'actualité. Bien entendu, il y a beaucoup de choses dans l'actualité, mais dans le cas d'espèce, vu disons l'importance de l'épidémie du Covid, on voulait donc voir sur ce sujet-là quelle était un peu la perception des Algériens, et spécialement de la vaccination, parce qu'on est arrivé à cette phase de vaccination. Donc les choses se sont passées le plus normalement du monde, après ces différents accords. Disons, après la balle était dans notre camp. Ça devient après une question de comment on prépare un sondage, comment on le réalise, comment on l'exploite et comment on le publie. Ça, c'est des choses donc, sur lesquelles nous sommes rodés. Bon, je pense qu'on pourra y revenir sans doute après. Mais si on veut donner un peu, reprendre un peu les résultats du sondage. Oui. Il y a, pour ne pas, disons, nous alourdir trop sur sur les résultats, sinon on prendrait un peu beaucoup plus que le format de l'émission. Il y a déjà une première question importante, c'est un petit peu la perception des Algériens par rapport à la question de la vaccination. Donc ce qu'on trouve, c'est qu'il y a une majorité d'Algériens, bon, la proportion elle est de 50% à peu près, oui, qui sont plutôt sceptiques par rapport à la vaccination, qui disent on ne va pas se faire vacciner. Donc après, il y a à peu près 30%, 28,3% précisément, qui accepteraient de se faire vacciner, et le reste, bon, ils sont un peu dubitatifs, oui, ils disent qu'ils ne savent pas. Donc on voit qu'il y a une majorité qui n'accepte pas de se faire vacciner. Et bon, il faut savoir que même dans d'autres pays, donc ce refus de la vaccination existe. Sauf que en Algérie, c'est un peu plus accentué. Je pense que c'est accentué non pas parce que la société algérienne est réticente dans l'absolu à ça, mais aussi parce qu'il y a peut-être un effort de sensibilisation ou d'information qui n'est pas dans sa vitesse de croisière, disons. Le deuxième aspect donc, sur la vaccination, c'est les raisons pour lesquelles les gens refusent la
la vaccination. Bon, il y a déjà, donc dans les 54% qui disent oui, il y a déjà une partie très importante qui dit que c'est pas plutôt par méfiance, parce que ils ne se sentent pas suffisamment informés sur les vaccins, et que, bon, beaucoup affirment aussi qu'ils attendent de voir. D'accord ? Ensuite, il y a les gens qui, et là, ça aussi c'est un problème d'information à mon avis, les gens qui sont jeunes et qui sont en bonne santé et qui pensent qu'ils ne vont pas avoir la Covid, et même s'ils l'ont, ce ne sera pas une forme sévère. Si sévère. Mais bon, apparemment, ils ne savent pas non plus qu'ils peuvent le transmettre, même si eux sont asymptomatiques. Donc ça, c'était juste donc deux résultats parmi d'autres. On va certainement revenir dessus après. Sur les aspects que vous abordiez, c'est pour ça que je vous disais c'est une démarche classique. On a interrogé 1100 personnes à peu près, mais c'était ce qu'on appelle l'échantillon, c'est des personnes de 18 ans et plus, donc on a ciblé la population algérienne adulte. Et adultes, pourquoi? Parce que normalement les autres c'est des enfants, c'est pas eux qui décident, c'est plutôt leurs parents. Ensuite, habituellement, dans beaucoup de pays, on adopte ce qu'on appelle la méthode des quotas. Des quotas, c'est-à-dire on prend 3 ou 4 variables et sur ces variables-là, on essaye de faire en sorte que la population qu'on interroge ressemble le plus à la structure de la population mère suivant ces variables-là. Donc généralement, c'est le genre, l'âge, la CSP, le niveau d'instruction, des choses comme des variables de ce type. Pour nous, on a fait en fait un tirage aléatoire, c'est-à-dire en fait on tire l'échantillon au hasard. Du point de vue scientifique, c'est beaucoup plus intéressant parce que on maîtrise en fait les aspects de théorie statistique de bout en bout. Alors que sur l'aspect quota, c'est beaucoup plus ambigu de ce point de vue-là. Vous avez une base de données et donc on n'a pas une base de données. En fait, ce qu'on a, on a un système disons, où on a des chargés de sondage. On tire un numéro de téléphone et donc le numéro de téléphone s'affiche chez eux. Plutôt, elles appuient sur un bouton sur leur tablette. Il y a un numéro de téléphone qui sort et on appelle ce numéro de téléphone. Et donc après, est-ce qu'il y a une présentation qui se fait? Est-ce que la personne veut répondre? Est-ce qu'elle ne veut pas répondre? Si elle veut répondre, on commence à ce moment-là. Les Algériens sont généralement ouverts à ce type de démarche Il y a, disons, c'est selon, il y a quand même beaucoup qui ne veulent pas. Il y a une proportion non négligeable qui ne veut pas. Après, ça dépend des thèmes. Ça dépend des thèmes et je pense que la perception que l'on a, sur certains sujets, ils répondent assez facilement. Sur d'autres, beaucoup moins, parce que on y reviendra sans doute après. Quand on aborde un petit peu le côté politique, les gens sont un peu réticents. Et ça, les gens sont moins réticents dans les aspects, pour répondre sur les aspects politiques, ils sont moins réticents quand on fait du face-à-face qu'au téléphone. Au téléphone, ils sont plus réticents. Ils sont plus réticents au téléphone parce que bon, ils répondent à des inconnus qu'ils ne voient même pas, etc. Donc on peut pas le mettre en confiance si on ne se voit pas en fait. Vous pouvez évidemment donner un discours pour discourir un peu, pour lui inspirer une certaine confiance, mais c'est beaucoup moins facile que le face-à-face. Vous avez parlé de ce phénomène en quelque sorte de scepticisme et de rejet à travers les résultats, donc c'est 53-54%. Oui. Alors, en Algérie actuellement, le taux de vaccination tourne autour de 0,17%. C'est en tout cas ce qui a été annoncé dernièrement par le docteur Yousfi, donc le président de la Société algérienne d'infectiologie. Est-ce que le fait, la disponibilité pourrait enclencher une forme de phénomène
c'est-à-dire de plus grande acceptation, voilà, acception du vaccin. Exactement. En fait, la tendance normalement c'est celle-là. D'accord. C'est celle-là et elle a déjà été constatée ici par le professeur Belhadj, qui travaille donc à Mustapha, et dans un entretien qu'il avait donné à TSA, il a dit qu'ils ont constaté ça chez les soignants. Mais de manière générale, on la constate dans d'autres pays où, au fur et à mesure que la vaccination avance, on rentre un petit peu dans un certain contexte qui fait que les gens acceptent. Mais cette acceptation, cette tendance à l'acceptation, elle est quand même modulée sur les informations qui peuvent arriver sur tel ou tel sujet. C'est-à-dire, il y avait une certaine tendance à la vaccination, mais quand il y avait les informations sur AstraZeneca qui étaient arrivées, les gens sont devenus beaucoup plus méfiants. Et ensuite, on peut constater une remontée des taux de refus. Donc, plus il y a de couacs, si vous voulez, au niveau de la vaccination, et plus les gens reviennent à un sentiment de méfiance. Mais la tendance normale, c'est quand même d'aller vers une acceptation plus grande. Donc, ceci d'autant plus qu'il me semble que chez nous, et d'ailleurs le sondage le montre un peu, les gens se sentent mal informés en fait, mal informés sur la Covid et la vaccination de manière générale, et ils s'attendent à ce que l'administration fournisse plus d'informations. D'ailleurs, c'est un constat paradoxal aussi qu'on fait. Disons, la majorité des gens, je crois 70%, se disent mal informés, mais d'un autre côté, c'est la majorité aussi qui ne recherche pas l'information. Donc c'est assez paradoxal. Et disons, l'interprétation qu'on en a, c'est que disons, les gens s'attendent plutôt à ce que ce soit l'administration qui vienne vers eux. Et non, et ils sont un peu passifs dans la recherche de l'information, si vous voulez. Alors, d'un côté, nous avons des autorités qui communiquent peu ou mal. De l'autre côté, les réseaux sociaux, c'est-à-dire tout un battage au sein des réseaux sociaux, au niveau des réseaux sociaux, mais aussi dans la presse étrangère. Est-ce que l'un dans l'autre, est-ce que ça fait quand même, ça a cet effet sur la population algérienne? Je pense que le sentiment de méfiance, bien entendu, les gens, les Algériens, bon, pour ceux qui se documentent, ensuite ils échangent entre eux. Il y a de l'information qui vient de l'étranger, soit par les informations qu'on trouve en naviguant sur Internet, soit par les échanges qu'on a à travers les réseaux sociaux. Donc, du moment que notre administration est un peu en retrait en termes d'informations, non pas pour donner des informations sur l'évolution de la maladie ou des cas, ça on le sait, mais sur disons les vaccins eux-mêmes, leur principe, le principe des vaccins, leur efficacité, qu'est-ce que c'est, être un peu pédagogique sur tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'articles ou d'émissions là-dessus. Donc les gens moissonnent un petit peu tout ce qu'ils trouvent. Et puis bon, donc des fois ça peut aller dans un sens qui est un peu qui aiguise la méfiance des gens. Voilà. Est-ce que vous avez eu des retours, un feedback de la part des autorités sanitaires, par exemple, par rapport à ce sondage? Bon, en fait, ça, je pense, c'est plutôt le soir qu'il y a eu des échos plutôt positifs de ce point de vue-là, parce que je pense au niveau des autorités sanitaires, ils eux-mêmes n'ont pas développé une approche de collecte de l'information généralisée à l'ensemble des Algériens de toutes catégories. Donc c'est sûr que ça apporte des insights, si vous voulez, sur un petit peu la manière dont la problématique de la vaccination est ressentie dans la société. Et bon, c'est aussi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites au niveau de l'administration sanitaire avec cet outil qu'est le sondage et qui pourrait faire avancer les choses. Il y a la grande polémique
sur l'immunité collective. Par exemple. Oui. Bon, je pense que si on faisait une enquête statistique ou appelons-le un sondage à partir de où les gens seraient en face à face et feraient un test sérologique par exemple pour voir si les gens ont développé des anticorps ou non, ça peut être quelque chose d'extrêmement rapide, de peu coûteux et qui nous ferait dépasser la polémique. Je ne vois pas pourquoi de manière récurrente, chaque semaine, il y a quelqu'un qui vient ramener le sujet, alors qu'on peut tirer un échantillon aléatoire de la population algérienne et puis le faire pour dans différentes 1000, 1500, régions du pays. 2000. Bon, il y a des méthodes statistiques pour le faire. C'est pour ça que je pense que cet outil-là, ça devrait être intériorisé, adopté par beaucoup d'institutions. Il devrait y avoir un réflexe de consulter, de prendre la température, qui devrait être beaucoup plus systématique et plus fréquent. Est-ce qu'il y a des relations entre votre institut de sondage et certaines institutions publiques? Non, nous, en fait, on a travaillé notamment sur... on a travaillé avec le ministère de l'Industrie, le ministère du Tourisme, le ministère de la Chambre nationale d'artisanat à l'époque. C'est surtout sur les aspects d'enquête statistique. On a travaillé sur les aspects Covid, impact du Covid sur les entreprises, avec la Banque mondiale et le ministère de l'Industrie. On travaille aussi sur le climat de l'investissement. Donc on travaille, mais c'est pas limité à des sondages d'opinion, c'est des enquêtes statistiques de manière générale. Sur l'aspect sondage d'opinion, on travaille aussi avec des associations ou avec des institutions internationales comme l'UNICEF ou des institutions comme ça, où la Banque mondiale en parlait, ou bien la SFI. Bon, donc tout ce qui est statistique, si vous voulez, ne vous est pas étranger, et donc il y a une collaboration qui se fait, aussi bien avec l'administration, des institutions internationales, que des associations. Par exemple, on avait travaillé à l'époque avec l'association RAGE pour voir comment les jeunes interprètent, si vous voulez, c'était après les élections législatives, les jeunes et le politique. On avait travaillé avec l'association Femmes en Communication sur les aspects militantisme chez les femmes. Donc il y a beaucoup de questions, je veux dire, c'est pas ça qui manque. Ça peut effectivement être abordé avec cette méthode. Alors, on parle depuis longtemps d'une loi sur le sondage. À un moment, on a parlé même d'une loi sur la publicité et le sondage. Où en est actuellement ce cadre législatif? Bon, en tout cas, je veux dire, ça semble pas être d'actualité en quelque sorte, parce que ce n'est pas... Ça revient régulièrement revenu, comme ça, de temps en temps. Mais, bon, avant disons d'en parler, il faut poser la question, une loi sur les sondages, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que bon, il y avait à l'époque, quand M. Hamraoui Habib Chouki était, je crois que c'était le tout premier à parler d'une loi sur les sondages, mais ça n'a pas de sens. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être une institution qui puisse garantir un petit peu les aspects de méthodologie, où les instituts de sondage s'engagent par rapport à ces institutions-là pour respecter un certain nombre de règles. Mais en termes d'activité économique, ça me semble complètement pas souhaitable du tout. Là, c'est au marché, en fait, de faire le tri. De faire le tri si la clientèle, les médias, les entreprises, les institutions estiment que telle ou telle entreprise, tel ou tel institut fait mal son métier, à ce moment-là, il n'aura pas de commande. Mais ce n'est pas... il me semble que pour un développement sain de l'activité, il n'est pas du tout nécessaire qu'on réglemente, qu'on impose des agréments, etc. On peut imposer des agréments pour des activités du type santé, du type où on doit protéger le consommateur, par exemple, où on doit protéger les gens contre un danger, contre un risque. Mais
on ne va pas dire on va réglementer le sondage parce que pour telle et telle raison, ça n'a pas de sens. De mon point de vue, tout en moins, et il faudrait, moi je militerais plutôt pour qu'il y ait une institution qui codifie un petit peu les aspects de sondage, et encore seulement dans les aspects où il y a une question publique, si vous voulez, qui est débattue, du type élection, du type des choses comme ça. Il faut respecter une certaine méthodologie, une manière de présenter les choses. Tout ça, on est d'accord. Il faut que les instituts de sondage s'engagent pour cela. Mais pour le reste, même si vous êtes défaillant sur le problème méthodologique, c'est exactement comme si vous achetiez un produit quelconque. Bon, après, c'est aux consommateurs ou aux gens aux utilisateurs de se prononcer, et puis qui laissent tomber l'institut en question ou l'entreprise en question. Le fait que votre institut soit en activité depuis une trentaine d'années prouve que finalement il n'y a pas besoin de loi? Je pense qu'il n'est pas du tout nécessaire de faire une loi. Parce que du point de vue technique, c'est pas du tout nécessaire. C'est pas du tout nécessaire. Je vois mal une loi disant il faudra que l'échantillon soit de temps, il faudra que les chargés de sondage aient le niveau de la maîtrise ou du magistère. Bon, c'est complètement aberrant. Je veux dire, à ce moment-là, on viendra réglementer la presse sur les articles, sur la teneur des articles, sur les contenus. On n'en finirait pas. On n'en finirait pas. Donc, il faut absolument enlever cet aspect de volonté de contrôle, de volonté de légiférer, là où ce n'est pas nécessaire. Après, c'est le marché, c'est l'activité qui va séparer le bon grain de l'ivraie, si vous voulez. Est-ce que le sondage d'opinion dans le domaine politique reste un domaine assez sensible en Algérie? Est-ce qu'il est sensible? Moi, je me rappelle, le tout premier sondage qu'on avait fait, c'était avec la tribune avec Amir Larhamou. Et je remercie Qadi Hassan aussi, parce que c'était lui qui nous avait fait le lien avec Amir. C'était si vous vous rappelez, c'était après l'élection de Zarouel, c'était pour 95. Oui, nous on l'a fait en 96, c'était pour interroger les gens sur un petit peu ce qu'ils attendaient du président après l'élection présidentielle. Il y avait aussi la création d'un futur parti ou des choses comme ça, mais c'était politique déjà. On avait fait... Après, on avait fait aussi à plusieurs reprises. Je vous ai parlé de Rage, on a fait avec le Watan sur les législatives. Donc il n'y a pas, a priori, il n'y a pas. Mais après, les choses en fait, il y a une possibilité de réaction un peu arbitraire qui... évidemment que tout institut de sondage voudrait éviter, parce que bon, je veux dire, on ne peut pas ignorer que des fois nos institutions ou notre administration peut réagir de manière un peu arbitraire, d'autant plus c'est une démarche qu'ils ne connaissent pas encore. L'autre aspect, c'est qu'il me semble que je ne sais pas, en fait il faut voir entre le téléphone et le face-à-face. Au niveau des sondés, il y a une forme de méfiance qui s'est développée par rapport aux questions politiques, mais par téléphone. Au face-à-face, non. Alors à quoi c'est dû? Est-ce que c'est un peu le contexte entre le hirak, entre les arrestations, entre tout ça qui fait que... Le fait que le téléphone peut être écouté ou une chose comme ça. On se méfie de ça. Mais c'est vrai que sur les aspects politiques spécialement, ça peut être problématique. Par exemple, je veux dire que, excusez-moi, je veux dire que il n'y a pas d'affichage. Il n'y a pas d'affichage de la part des institutions ou de l'administration pour dire, bon écoutez,
C'est un domaine, c'est un domaine où vous pouvez vous exprimer sous réserve que les choses soient professionnelles, et puis c'est ça, tout simplement. Donc on est un peu dans une sorte d'expectative et de point d'interrogation. C'est la zone grise. Voilà, alors que je veux dire, ça rendrait quand même beaucoup de services. Beaucoup de services, d'autant plus que il y a quand même des institutions étrangères qui font des choses, oui, qui publient, mais bon, généralement, elles ne donnent pas de méthodologie, elles n'informent pas sur la méthodologie qui est adoptée, elles ne donnent rien. Donc on voit des pourcentages sortir, des fois très très étonnants, des fois beaucoup moins. Et on est très frustré parce que donc quand ils passent par Facebook pour faire des sondages, quand ils passent par Internet, alors qu'on sait qu'Internet, c'est pas des sondages qui sont, c'est pas des échantillons représentatifs, etc. Bon, c'est très étonnant. Donc, il vaut mieux sécuriser un petit peu tout le monde pour que les choses se fassent dans les règles de l'art et qu'il y ait des choses qui correspondent un petit peu à la réalité qui apparaissent. Justement, vous avez parlé de sondages réalisés par des instituts étrangers, oui, des instituts, des universités, des médias étrangers. Oui, oui, oui. Est-ce que, en termes de fiabilité, je veux dire, bon, moi, la seule expérience que j'ai, ça remonte il y a, comme je me demande, c'était pas l'été passé, il y avait une grosse institution qui avait, je dirais pas le nom, hein, qui avait mis sur un petit peu qui avait diffusé les résultats d'un sondage qui était réalisé par le biais de, je me demande si c'était pas Facebook ou, mais en tout cas, moi, un ami sociologue, lui principalement, avait demandé d'accéder à la méthodologie. Et ça a été, bon, en disant qu'il y avait une certaine réticence à communiquer, et visiblement la méthodologie était mauvaise. Et donc il y a aussi ces risques-là. Alors que si ça rentrait normalement dans les activités de sondage pratiquées ici, bon, il n'y a pas de... Mais ceci dit, il faudrait quand même que comment dire, les instituts de sondage eux-mêmes le fassent. Bon, j'oubliais aussi, il y a une question principale, c'est que pour qu'il y ait un sondage, il faut qu'il y ait une commande. Oui. C'est quand même une activité économique. Exactement. Voilà, ouais. Parce que réaliser un sondage, ça coûte, donc il faut qu'il y ait des gens qui le commandent pour le faire. Et ça, la tradition n'est pas encore... On retombe sur un autre problème qui est bon, les médias ici ne commandent pas de sondage. Il n'y a pas d'émission, par exemple, de télé qui est faite autour des résultats de sondage. On parle de sondage, y compris aux professionnels, ils sont un peu sceptiques parce qu'ils ne connaissent pas les rudiments de la méthodologie. Donc c'est un processus qui a des difficultés à se mettre en branle, si vous voulez. Donc c'est pour ça que j'étais d'autant plus heureux en rencontrant M. Belhadjoujed, d'arriver à trouver un partenariat là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a les deux aspects. Il y a l'aspect commercial de commande, parce que bon, on ne peut pas faire éternellement, si vous voulez, l'Institut ne peut pas faire éternellement des sondages simplement pour les aspects méthodologiques. Vous pouvez considérer ça un peu comme la recherche des développements, mais on ne peut pas la faire indéfiniment. Ouais. L'autre aspect, c'est que bon, il y a effectivement quelques... Bon, on n'est pas très rassuré du point de vue des réactions de l'administration. Je veux dire, je vous prends un exemple. Bon, j'avais discuté avec quelqu'un à l'époque pour faire un sondage. C'était juste avant le 5e mandat. Ouais. Donc, bon, il y avait un petit peu toutes les velléités d'organiser un 5e mandat qui était mise en branle. La personne en question me dit on va faire un sondage sur êtes-vous pour ou contre le 5e mandat. Oui. Bon, ça c'est extrêmement difficile parce que
bon, vous avez en face de vous une force qui est complètement arbitraire. Je veux dire, bon, quand vous êtes un cabinet, ce n'est pas un parti d'opposition. Hein. Je veux dire, vous êtes un cabinet. Vous pouvez donc tomber sous le coup de cet arbitraire-là à tout moment. Surtout pour une question comme ça, il y a des gens qui se mobilisent avec une armada pour faire un 5e mandat, et vous arrivez, vous dites non, il y a 80%. La population n'est pas, intéressée. N'est pas d'accord. Donc c'est un peu ce genre de problème qui peut se poser. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait un minimum de démocratie pour que ce soit faisable, si vous voulez. Mais si des instituts de sondage algériens ne le font pas, ici en Algérie, peut-être que d'autres des étrangers le feront à travers Facebook et en donnant des résultats biaisés. Donc il est plutôt préférable d'encourager les opérateurs algériens à le faire. Sans doute, mais parce qu'il y a des enjeux aussi. Il y a des enjeux, donc ce n'est pas évident. Vous êtes toujours un peu soumis à la partie qui va d'abord, la méthodologie des sondages n'étant pas, ou l'outil sondage n'étant pas vraiment très intégré par la société, vous allez toujours trouver beaucoup de gens en face de vous qui vont vous dire bon, tout ça c'est de la blague, c'est manipulé, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Bon, il faudrait arriver à, en fait, la démarche de mon point de vue, c'est d'arriver à bien installer la pratique. Bon, lorsqu'il y a des espaces de liberté, il faut arriver à les conquérir et puis, bon, installer l'outil en lui-même. Je pense que ça ne peut être que bénéfique pour la société. Pour la société. Le sujet du prochain sondage, avec le soir d'Algérie? On verra, peut-être qu'il faudra qu'on trouve avec... Est-ce qu'il sera politique, puisqu'on arrive, on se rapproche de l'élection législative? Ce qui me semble important, en fait, c'est ce que je disais à vos collègues, c'est qu'il faut arriver à coller à l'actualité. Il faut arriver à coller à l'actualité. Donc, bon, il y a beaucoup de sujets d'actualité tout aussi importants les uns que les autres. Il faut arriver à en faire. Après, je vous avoue qu'on ne s'est pas encore mis d'accord sur un sujet, disons, précis. Il y a 2 ou 3 desquels on est en train de discuter. Et je pense qu'on va se mettre. De toute manière, je pense que d'ici, vous aurez les résultats sur le journal d'ici 2 ou 3 semaines. 2 ou 3 semaines. Là, vous verrez. Il est en cours, donc non, pas encore la thématique. Non, on a décidé de faire une fois par mois. Donc, bon, comme on a déjà publié le 8, je pense que normalement, au plus tard, le 8 mai, on va publier un autre. Très bien. Mais je vous remercie. Alors, nous avons une tradition LSA Direct, c'est l'invité qui écrit un petit mot sur le livre d'or de l'émission. D'accord. Donc, que nous allons vous présenter. Et donc, je vous remercie, M. Saïd Hadiz. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de sondage Ecotechnics, donc un institut de sondage qui a été créé en 1989. Merci. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite donc un bon ramadan et sahaf torkom, puisque c'est voilà, dans quelques heures les premiers ftors de ce mois de ramadan. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir.